Les Noirs et les Arabes, ensemble, main dans la main, contre les Juifs, frère. Dans sa comédie Tout simplement noire, Jean-Pascal Zadi met les pieds dans le plat. Comment la France peut-elle lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ilana Weizmann et Joël Kotek. Bonjour. Bonjour. Joël Kotek, vous êtes historien, politologue, enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Ilana Weizmann, vous êtes sociologue, militante antiraciste et féministe aussi. Oui. Des Blancs comme les autres, les Juifs, angle mort de l'antiracisme, publié aux éditions Stock. On se souvient aux éditions La Fabrique du livre Les Blancs, les Juifs et nous de Rouya Boutelja. Finalement, Ilana Weizmann, vous venez d'écrire la réponse. Alors en partie, ce n'est pas uniquement une réponse, le propos est bien plus large. J'ai plusieurs objectifs dans mon propos, mais c'est vrai que c'est aussi une réponse. C'est de dire effectivement que, alors Boutelja qui est foncièrement antisémite à mon sens, de répondre que les Juifs comme peuple, comme groupe oppressé par un système antisémite font partie des populations dites racisées, des populations qui vivent une oppression raciste, et donc que nous faisons totalement en fait partie de ce groupe-là, que nous n'en sommes pas exclus, et qu'on doit du coup, à mon sens, travailler ensemble à lutter contre le racisme comme système global. Racisé, blanchité, c'est un terme aussi que vous employez, que blanchité, c'est un terme que Rouya Boutelja aussi emploiera. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, expliciter pourquoi recourir à de telles notions? Moi, je viens des sciences sociales, c'est mon domaine d'études, et ce sont des outils. Vraiment, c'est quelque chose, je sais très très bien la crispation que ça peut provoquer chez certains. On entend, il y a ce courant qui explique que les antiracistes seraient les nouveaux racistes parce qu'ils ne cessent pas de parler de race. Et il y a cette très belle phrase, je trouve, d'une sociologue qui s'appelle Kautar Archi, et qui dit quand on est traité en tant que, il faut se présenter en tant que. C'est-à-dire, c'est pas un choix qui est fait de dire, c'est pas une espèce de délectation d'un nectar victimaire qui dirait voilà, nous sommes oppressés, c'est notre identité absolue et essentielle. C'est une réponse, c'est un acte défensif. On utilise les termes qui nous sont en fait assignés de l'extérieur. Et je pense que ce sont des outils qui sont intéressants. En tout cas, moi, dans mon propos, c'est quelque chose que je mobilise parce que c'est aussi comme ça que je peux m'adresser à ce camp-là. Et je ne les récuse pas. Au contraire, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants pour comprendre le réel. Joël Kotek, qu'en pensez-vous? Moi, je pense au contraire, ce sont des termes qui ne prennent pas en compte du tout le réel. Alors, on peut parler, au lieu de parler de racisés, on pourrait parler de personnes victimes du racisme. Et le problème des racisés, c'est qu'ils réintroduisent dans les sciences sociales la question des races qui avait été pratiquement éliminée depuis des générations. Alors, on nous dit non, c'est pas une question raciale, ça n'a rien à voir, et la blanchité, c'est pas une question de couleur. Mais lorsqu'on organise des réunions non mixtes, on va exclure qui? Mais les gens qui ont une peau, qui ont un phénotype blanc. Donc on se rend bien compte que le substrat qui va permettre d'éliminer ceci et pas cela est un substrat racial. Et c'est pas comme ça qu'on va combattre le racisme. Et le problème de toutes ces thèses, alors c'est un livre que j'ai bien aimé, dans la mesure où il s'adresse à des gens qui ont des théories qui, pour moi, sont autant de sottises, hein, en termes à la fois de sciences sociales et historiques. Donc c'est bien, parce que votre combat est sans doute juste de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est que vous validez des thèses qui n'ont pas vraiment de raison, en tout cas certainement au niveau historique. Et en fait, les prémices, c'est quoi les prémices de toutes ces thèses? C'est que la société serait structurellement raciste. Or, ce qu'il faut bien se rendre compte, et on fait le procès de quoi? On va faire le procès de la laïcité, de l'universalisme et de ce qu'on appelle l'antiracisme moral ou traditionnel. Alors je veux bien, mais dites-moi, donnez-moi un autre espace, un autre territoire que l'Europe occidentale, où il est possible pour un juif, pour un homosexuel, pour quelqu'un d'origine africaine, de pouvoir s'épanouir. Alors, c'est pas parfait, mais regardons la question de votre grand-mère, regardez la question de mon grand-père. Je veux dire, la situation en Pologne n'était pas extraordinaire, la situation dans la Méla n'était pas fantastique. Et pourquoi pensez-vous que l'humanité cherche à intégrer l'Europe? Parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pas de système raciste. Il y a des racistes. Il y a effectivement des gens qui se réclament du racisme, des gens comme Soral, comme Dieudonné, etc. Mais l'État est un État protecteur. Et l'État est un État qui fait son possible pour pouvoir donner aux femmes, aux juifs, aux homosexuels,
à tous ces gens qui sont victimes de racisme et qui ne sont pas racisés la possibilité de s'épanouir et de poursuivre leur chemin. Et c'est en ça que, pour moi, les prémices sont fausses. Alors moi, je suis pas en désaccord avec vous sur la question. Il y a plusieurs niveaux de racisme en réalité. Il y a le racisme effectivement institutionnel, quand on a un gouvernement qui met en place des politiques racistes, et on n'est pas dans ce cas-là. Quel exemple? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas, c'est pas l'apartheid, c'est pas les États du Sud aux États-Unis pendant la ségrégation, évidemment, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, le racisme s'inscrit aussi dans des choses qui sont sous-jacentes, des choses qui sont à peine au niveau de la conscience, dans les relations interindividuelles, dans certains propos, certains préjugés. Et moi, ce dont je parle, c'est d'un continuum raciste, c'est-à-dire qu'on a effectivement, c'est pas parce le gouvernement n'est pas raciste essentiellement que le racisme n'est pas omniprésent. Moi, c'est mon propos de dire qu'il est omniprésent en réalité. Et on le voit, moi je prends le cas du racisme anti-juif, puisque c'est mon vécu et c'est ce que j'ai étudié le plus. C'est d'ailleurs le plus vieux des racismes, hein. Il est plurimillénaire, il a des racines très anciennes. Et ce n'est pas seulement un racisme. Ce n'est pas seulement un racisme, il dépasse la définition du racisme en effet, mais c'est aussi un racisme. C'est aussi un racisme, mais effectivement c'est un racisme particulier. C'est pour ça très souvent qu'on dit lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on le met à part pour de bonnes raisons. De dire en fait qu'il y a des choses, en fait, il y a des mythologies, il y a des choses qui sont installées dans le temps et qui ont été tellement puissants à certains moments de l'histoire qu'il en reste aujourd'hui des traces, et on le voit à chaque crise sociale, les résurgences de l'antisémitisme, on le voit avec la crise du Covid, des choses qui reviennent et qui pour moi ne sont pas marginales, qui sont assez structurants, mais dans les sous-bassements quasiment quelque chose de l'ordre de la psyché collective. Et je pense que si on ne le prend pas en compte, ce continuum raciste, on ne peut pas lutter contre. Exactement, mais ce n'est absolument pas ce que disent les théories de la gauche identitaire et des néo. Parce qu'ils prétendent que c'est d'abord la société, pas tellement les individus. Donc on va sanctuariser les individus en disant que c'est la société qui l'est. Et en ça, je vous rejoins évidemment. Bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme, bien sûr qu'il y a du racisme anti-maghrébin, on en est persuadé. Il y a même, bien sûr. Mais la question, c'est qu'on est plutôt au niveau de la société et au niveau des individus. Et alors vous parlez, alors moi c'est amusant parce que j'avais pensé écrire un article un peu humoristique autour du concept de fragilité goy, et vous l'avez fait. Oui. Et donc voilà. Je suis très fière de cette petite trouvaille. Oui, c'est très bien. Vous m'avez volé l'idée. Alors, il y a sans doute une fragilité, si vous voulez, goy, bien que je déteste ce mot-là, mais elle n'est pas seulement liée. Vous faites beaucoup le procès de la cité chrétienne, mais vous ne faites absolument pas le procès de la cité musulmane. Alors quand vous parlez effectivement du fait que vous récusez l'idée qu'il y aura un nouvel antisémitisme, la question du nouvel antisémitisme n'est pas qu'il est nouveau, mais qu'il a en quelque sorte muté, qu'il a maintenant une nouvelle dimension qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, parce que là vous avez aussi, alors votre livre est courageux, je ne dis pas le contraire, il est utile, mais vis-à-vis d'une partie, d'une frange, finalement des plus antisémites aujourd'hui, qui sont les jeunes d'origine arabo-musulmane, vous faites l'impasse. Or, les crimes principaux qui ont eu lieu en France et en Belgique, mais ils ne sont pas issus de l'extrême droite. Ce sont des jeunes issus de l'immigration. Et Traoré, il invoque le Coran lorsqu'il assassine Madame Halimi. Il invoque le Coran. J'ai pas l'impression d'éluder la question de l'antisémitisme qui vient de populations immigrées du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Ce que je dis simplement, ce que je récuse, c'est de parler de nouvel antisémitisme comme d'un antisémitisme qui remplacerait l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Il y a plusieurs fronts. Il y a des raisons historiques, des raisons sociales aussi à ce renouvellement des mythes antisémites au sein de populations nouvelles. Il y a évidemment Israël qui vient énormément brouiller la carte de la lutte contre l'antisémitisme et puis un Dieudonné qui a fait énormément de mal en termes de compétition des luttes antiracistes et qui a mis les uns contre les autres les Juifs et les Noirs avec l'importation de la thèse Nation of Islam qui expliquait que les Juifs étaient responsables de la traite transatlantique. C'est une ânerie colossale. Bien sûr, ça a été démonté par les historiens. C'est une fake news, c'est une théorie du complot. Mais il est arrivé au moment de l'Internet participatif qui prenait une expansion folle et il a fait énormément de mal à ce moment-là. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, je pense, et c'est quelque chose que je dénonce évidemment, et quand je m'adresse aux camps antiracistes, je leur dis, il faut laver dans vos rangs. Oui, mais vous validez quand même l'idée que les musulmans seraient les premières victimes du racisme en France. C'est pas le cas. C'est ce que vous dites. Aujourd'hui, mais même, c'est pas moi, même moi, quand vous regardez Serge Klarsfeld a dit sur Mediapart, la rhétorique, le discours qui est aujourd'hui envoyé à l'égard de la population musulmane ressemble
au discours que l'on tenait sur les juifs d'essentialisation. C'est pas exactement ce qu'il dit. Alors vous mettez l'islamophobie et vous mettez l'antisémitisme sur un plan d'égalité. Non, jamais de la vie. Justement, alors vous avez lu mon livre et vous savez que j'explique très bien qu'il y a des manifestations particulières en fonction des racismes, qu'il y a une construction particulière, qu'il y a une façon. Je ne plaque pas. C'est vraiment mon propos, ne jamais plaquer un racisme sur l'autre. Ce sont des racismes différents. Ce que je dis, c'est qu'il y a une essence commune de haine et d'hostilité qui nous fait converger en réalité vis-à-vis de la haine extérieure, et du coup qu'il faut aussi converger dans nos luttes et nos outils. Dans certains endroits, vous parliez de non-mixité tout à l'heure, et c'est vrai que moi je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des espaces de non-mixité, mais ça ne vient pas en fait à l'encontre d'espaces. Et sur quelle base? Sur la base de ma couleur, moi en tant que blanc. Sur la base de... alors que je suis fils d'enfant caché, je serais considéré comme un blanc. Justement, les juifs ne sont pas blancs, c'est ce que je dis. Nous ne sommes pas blancs. Donc, si on reprend le terme de blanchité, tant qu'on vit une oppression systémique, alors la question, est-ce que vous considérez le voile comme quelque chose, le rejet du voile comme de l'islamophobie? Je considère que parfois cela peut, parfois c'est un cache-sexe comme l'antisionisme est un cache-sexe de l'antisémitisme. Parfois le rejet du voile peut être synonyme d'islamophobie. Oui, c'est du cas par cas. Est-ce que lorsqu'un musulman fait une attaque antisémite, d'accord, violente, est-ce que c'est audible, vous allez nous dire, de demander à la population musulmane dans sa globalité de faire une autocritique? Parce que je pense que ce que vous entendez dans les milieux que vous fréquentez, Ilana, c'est que c'est pas parce que une personne commet un attentat au nom de l'islam que, en tant que musulman, je devrais avoir à me distinguer de ça. Et une personne musulmane, je pense, souvent on entend, je vois pas quel lien il y a entre cet assassin et ma religion. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, je pense qu'il y a pas, on peut pas mettre une injonction sur les gens à se désolidariser. Enfin, c'est quelque chose qui est violent. Enfin, moi, mes amies musulmanes, quand elles sont terrorisées, quand il y a un attentat islamiste, enfin, elles sont visées. Je veux dire, elles se sentent absolument pas appartenir à cette catégorie de tueurs qui. Enfin, pour moi, il faut très clairement faire la distinction entre l'islamisme et l'islam, même s'il se revendique du Coran. Enfin, on peut très bien se revendiquer je sais pas, enfin, d'un autre texte, sans que pour autant que ça implique tous les croyants. Enfin, faut quand même faire la part des choses. Non, mais on peut réfléchir quand même. On peut réfléchir. Moi, je suis pour la réflexion toujours. Effectivement, certaines personnes invoquent le Coran pour tuer les Juifs. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur les raisons qui expliquent cela. Est-ce qu'il n'y a pas un débat générationnel aussi à vous entendre? Peut-être. Oui, certainement. C'est vrai que moi, je côtoie beaucoup, je côtoie énormément d'activistes. Alors plutôt, je suis pas toute jeune non plus, hein, j'approche les 40 ans, mais je côtoie beaucoup de jeunes filles musulmanes, afro-féministes, et c'est vrai qu'on a l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, et j'ai beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que les antiracistes rejetteraient en bloc les juifs, mais je sens beaucoup, alors même à la réception du livre, je l'ai envoyé à beaucoup de mes amies activistes musulmanes ou noires ou autres, ou non juives, ou non noires, ou non musulmanes, et il y a une curiosité, il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment une idée de, c'est vrai qu'il y a des biais antisémites, c'est vrai que j'ai déjà noté des choses, et je réalise certaines choses à la lecture de ton livre, et je pense vraiment, enfin moi j'ai beaucoup d'espoir qu'on puisse se rencontrer là-dessus. Non, mais je crois que votre livre est utile pour ce milieu-là, certainement. C'est le but, je m'adresse à eux. Oui, c'est très bien. Et du coup, est-ce que... vous savez, il y a Riyad de Satouf qui parlait d'arabe du futur. Est-ce que le juif du futur, c'est quelqu'un qui... je suis la juive du futur. Voilà, qui parle de racisé, de blanchité. Et est-ce que si on n'emploie pas ce lexique, est-ce qu'on, de facto, on s'exclut du camp antiraciste? Non, pas du tout. Moi, je pense... On parle de pluralisme juif et c'est hyper important qu'on ait des voix plurielles au sein du judaïsme. C'est quelque chose qui est très juif, en réalité, la pluralité et les opinions qui divergent. Donc moi, je m'entends tout à fait bien avec des féministes ou non féministes juives universalistes. Simplement, on n'a pas, pour moi, l'universalisme, c'est une vision, c'est un horizon, c'est pas un état de fait. Et pour arriver à quelque chose qui soit vraiment universel, il faut d'abord prendre en compte les identités. Je pense vraiment que les identités aujourd'hui sont exacerbées, sont revendiquées et portées très haut parce qu'elles ont été réprimées en amont. C'est mon diagnostic. Je pense que c'est une question effectivement de génération. Quand moi j'étais jeune, parce que j'ai été jeune, j'ai eu cette occasion-là, les gens étaient maoïstes. Puis après les gens étaient trotskistes. Et aujourd'hui les gens sont, excusez-moi du terme, un peu wokistes. Mais tout ça, effectivement, on va rejeter tout ça dans les oubliés de l'histoire. Je veux dire, quel est l'intérêt d'importer des concepts forgés aux États-Unis
pour les importer dans une société comme la société française. Ça n'a pas de sens. C'est une grille de lecture. C'est pas un truc mais figé. C'est une grille de lecture qui n'est pas valide puisque votre livre le démontre, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Votre livre démontre par A plus B que ces théories sont absurdes puisqu'elle exclut les principales victimes des discriminations raciales depuis 2000 ans et les juifs. Donc ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Et de la même manière, encore une fois, lorsque vous essayez de manière un peu pathétique de montrer qu'il y a effectivement une convergence entre les juifs et les musulmans parce que nous mangeons la même chose, etc. Vous parlez d'Hakim, le fameux Hakim, qu'on appelait Hakim le Fou, qui a été un sultan en Égypte. Mais Hakim le Fou n'a pas seulement détruit les églises, il a détruit aussi les synagogues, il a chassé les juifs. Maïmonide, le plus grand philosophe juif du Moyen-Âge, a été forcé de quitter son Espagne natale compte tenu des persécutions. Il fallait choisir entre la vie, la mort ou l'exil. Donc encore une fois, il faut aller jusqu'au bout de vos thèses. Et je pense que la suite, votre prochain livre, ne fera pas l'impasse sur ces questions-là. Encore une fois, je n'ai pas l'impression de faire l'impasse. Quand je parle de rapprochement, alors c'est plus que on mange la même nourriture, ça va un peu plus loin que ça. Il y a la thèse notamment de Ibrahimi, juif, islamophobie, antisémitisme, histoire croisée, si je ne m'abuse, qui décrit bien comment ont été racialisées ces deux populations au moment du Moyen-Âge, pendant l'Espagne médiévale, et qu'on a été racialisés de la même façon, avec les conversions forcées, etc. Et il y a une histoire commune de ces racialisations. Et moi, encore une fois, je ne pense pas du tout que ce n'est pas valide, et je le vois sur le terrain. C'est vraiment aussi une histoire pour sortir des théories et sortir aussi d'une discussion qui serait théorético-théorique. Il y a vraiment sur le terrain des activistes, parce que moi je m'inscris aussi dans un mouvement activiste, je le cache pas, je suis militante, j'ai un message militant, très clairement. Je le vois sur le terrain, il y a une envie d'intégrer la minorité juive, il y a de plus en plus de voix juives intersectionnelles qui prennent de la place, ça fait quelques années, il y a eu notamment le livre de Chloé Corman, Tu ressembles à une juive, qui s'inscrivait dans ce courant-là. Il y a des organisations comme les Juifs et Juives révolutionnaires, mais souvent à condition de faire acte de voix antisioniste et de dire non, c'est pas vrai. Excusez-moi, j'ai justement une question là-dessus. Vous dites que vous ne voulez pas parler d'Israël quand on parle de l'antiracisme, que vous voulez décorréler les questions. Et pour autant, une partie du militantisme antiraciste vous impose ce débat. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour critiquer ce qu'il peut y avoir à critiquer dans l'héritage colonial ou tout ce qu'on veut, sans que ça aboutisse à en fait dire qu'un bon juif est un juif qui renie Israël, car Israël serait l'incarnation... La figure de l'impérialisme. Exactement. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, je pense qu'il faut dire que les luttes antiracistes sont aussi plurielles. Je rencontre des personnes, je veux dire, si on prend les indigènes de la République, il n'y a pas de discussion avec eux. Boutelja, elle part du fait que un juif, n'importe où qu'il se trouve dans le monde, quelles que soient ses positions, est un colon en puissance, où qu'il soit. Et elle fait de la question israélo-palestinienne l'entrée, en fait, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Mais en fait, on est antisioniste ou on est sioniste. Et elle va même beaucoup plus loin en disant elle fait de l'antisémitisme un élément de sa radicalité. Être antisémite, c'est critiquer l'impérialisme, c'est critiquer... Donc, elle est de façon virulente et très claire antisémite. Maintenant, il y a d'autres cadres, il y a d'autres groupes, d'autres individus, d'autres dans la lutte antiraciste qui, alors, sont pas toujours au clair sur ces questions-là. Et en fait, il y a un chercheur qui s'appelle Balázs Berković, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur la question qui explique que les Juifs seraient des super blancs aux yeux. C'est-à-dire que c'est très intéressant sa thèse, c'est de dire que non seulement avec l'existence d'Israël et le Juif qui est toujours rapporté, assimilé à Israël, on a non seulement notre oppression plurimillénaire qui est nié, mais on devient des oppresseurs en puissance. Donc on est des super blancs. Et ça se retrouve, c'est quelque chose que j'entends avec le discours du deux poids deux mesures, le philosémitisme d'État, etc. Donc dans les luttes antiracistes où il y aurait des rivalités. Mais ce que j'observe encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes musulmanes, en l'occurrence, je parle avec beaucoup de personnes musulmanes, qui repèrent ces discours et qui me disent, par exemple, moi, quand il y a une opération à Gaza ou quand il se passe quelque chose en Israël, je ne prends plus la parole sur ce sujet parce que j'ai peur de la récupération antisémite. J'ai peur de ce moment où on passe, et c'est très poreux, de la critique politique stricto sensu à de l'antisémitisme larvé ou très frontal. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il faut en parler. C'est quelque chose qui est difficile à décorréler, mais il faut vraiment parler au maximum parce que je sens qu'il y a un intérêt, il y a une envie de justement essayer un petit peu de séparer ça. Oui, de clarifier le discours et de dire voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi de l'autre côté, très souvent, malheureusement, il faut aussi le dire, des personnes qui critiquent Israël et qui sont immédiatement taxés d'antisémites. Et je pense que ça aussi, ça brouille la donne. Dans les deux sens, il y a quelque chose... Vous avez un exemple en tête ?
J'ai pas d'exemple en tête. Il y en a tellement, mais j'ai pas d'exemple précis en tête. Mais il arrive en fait que dès le début d'une critique sur Israël, c'est de l'antisémitisme. Et là aussi, on a plié le débat et on n'est pas allé au fond des choses. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer au maximum de séparer les deux, même si je sais que c'est compliqué. Les Juifs ont des attaches avec Israël. On peut pas non plus dire voilà, moi j'ai rien à faire avec Israël. Moi j'y vis en Israël, par exemple. Je le cache pas, je le dis super ouvertement. Et ça veut pas dire que je suis une terrible tueuse d'enfants palestiniens, que je suis une terrible colonisatrice et que je ne crois pas à l'autodétermination du peuple palestinien. Enfin, ça vient rien dire sur moi en fait. C'est-à-dire que vous pensez que dans une manifestation antiraciste à laquelle vous participeriez et que Joël Kotek pourrait avoir envie de critiquer, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des personnes qui seraient prêtes aujourd'hui à prendre la parole pour dire qu'on peut être juif, français, antiraciste et sioniste. Alors, je sais pas. Je sais pas si on peut le dire de façon aussi claire, et je sais que c'est un point, je sais que c'est un nœud. Je suis pas naïve vraiment sur ces questions-là. Mais par exemple, il y avait un rassemblement du comité Adama Traoré, et il y a eu des salles juives qui ont été créées. Vous avez vu ce passage-là, tout à fait. Avec c'était génération identitaire en plus des fascistes d'extrême droite sur les toits, c'était sur place de la République. À la fin de la manifestation, Assa Traoré a pris la parole pour dire il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans ma lutte. Ce que je trouve exemplaire. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire au maximum. Vous voulez dire que ça, à la limite, on l'aurait peut-être pas entendu il y a 5 ou 10 ans. Non, je ne pense pas. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Il faut être sensible aux dynamiques, c'est ça? Oui, qui peuvent être lentes, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute partielle. Il y a des gens qui sont irrécupérables. Moi, je dis pas, je peux pas parler avec tout le monde, hein. Je le sais. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne foi et qui ont envie de comprendre. Et moi, ce que j'essaie vraiment aussi beaucoup d'expliquer dans le livre, c'est que le vécu antisémite est un vécu raciste, qui est important, qui n'est pas minoritaire, qui n'est pas marginal. Et ça, c'est pour ça que j'en parle à la première personne aussi, je veux que ce soit très incarné. Encore une fois, il faut affronter le réel. Et affronter le réel, c'est quoi? C'est interroger, encore une fois, l'expérience juive, aussi bien, encore une fois, dans la cité chrétienne que dans la cité musulmane. Vous citez beaucoup Albert Memmi. Albert Memmi a bien expliqué que le juif était colonisé. Et il était aussi colonisé. Et c'est un juif qui ne vient pas de Pologne, c'est un juif qui vient de Tunisie. Et donc, à partir du moment où on a un dialogue honnête avec nos amis, avec pourquoi pas nos alliés, alors nos alliés musulmans, nos alliés africains, etc., en disant voilà la réalité. La réalité, c'est que vous devez aussi faire un peu le travail qu'ont fait les chrétiens vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre minorité. N'oublions pas que nous avons été, en quelque sorte, et d'ailleurs ce même travail devrait être fait vis-à-vis des populations subsahariennes. Il ne faut pas croire non plus que le vécu des gens d'origine africaine était extraordinaire dans la cité musulmane. Donc ce qu'il faut, c'est éviter les faux semblants, travailler de manière ouverte, et alors là, on peut arriver effectivement à oublier ces concepts qui divisent, etc., pour arriver à des convergences de lutte, parce que pour l'instant, la convergence des luttes, je la vois où? Entre l'extrême droite soralienne et les milieux islamiques. Ça, c'est la véritable convergence des luttes. Et nous, malheureusement, nous, les juifs, et moi, je me considère comme un juif pro-palestinien, je suis exclu, comme en partie vous l'êtes aussi, de ces groupes-là, et c'est absolument terrible, sous prétexte qu'effectivement, Israël sera un État colonialiste, alors qu'il faut expliquer qu'Israël est un État décolonial. Les Juifs se sont décolonisés. Les Juifs étaient colonisés et Israël, c'est l'expression de la décolonisation du peuple juif. C'est tout. Et puis, ce que je dis aussi dans le livre, c'est il faut laver au sein de nos communautés. Quand on est musulman et qu'on entend un propos antisémite, mais moi, de la même façon, quand j'entends un propos islamophobe dans ma famille, je le laisse jamais passer. C'est hyper important d'être capable, en fait, d'avoir une boussole morale, en fait, peu importe l'appartenance communautaire, et d'avoir une ligne très très claire sur la lutte contre tous les racismes. Écoutez, on finira sur cette boussole morale qu'on essaiera de retrouver le chemin et qu'on essaiera tous ensemble de tenir. Je vous remercie. Merci. Pour ce débat. Des Blancs comme les autres, les Juifs, angle mort de l'antiracisme. Au plaisir de vous retrouver sur Academ. Merci. Merci.